Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog. Alors cette fois-ci, je poursuis mon voyage en Thaïlande. Bon, je viens chaque année, 2 fois par an. Et du coup, je suis à Koh Chang, comme vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo. Alors ici, je vais faire 3 épisodes à peu près. Et Koh Chang, il faut savoir que Koh, ça veut dire île, et Chang, ça veut dire éléphant en thaïlandais. Et donc, c'est l'île des éléphants. Et vous vous en doutez, il y a des éléphants. Donc, il y aura un épisode spécial sur les éléphants dessus, où on pourra aborder plein de points. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode-ci. Alors, cet épisode-ci sera en 2 parties, parce que l'épisode précédent était au Laos. Et après, là, je me suis arrêté à Udon Thani pour la fête de Songkran. Et après, je suis venu à Koh Chang, donc il y aura des séquences à Udon Thani sur les espèces que j'ai trouvées. Et ensuite, on entamera avec mon voyage à Koh Chang sur cette île où je vous présente des espèces que j'ai pu croiser. Et je lance le générique. J'ai pu découvrir ce magnifique longicorps jaune, Gerania boschi en latin. Et petit fun fact, si vous allez sur Wikipédia, vous pourrez voir la photo que j'ai moi-même prise de cet individu. Mais ce qui rend ce coléoptère vraiment fascinant, ce sont ses antennes, démesurées, souvent plus longues que son propre corps, un outil ultra sensible qui lui permet de détecter les odeurs, les partenaires et même les zones propices à la ponte. On le retrouve principalement dans les milieux boisés où il joue un rôle clé dans l'écosystème. Car oui, comme beaucoup de longicornes, ces larves se développent dans le bois mort. Elles participent activement à la décomposition de la matière organique, un processus essentiel au recyclage des nutriments dans la nature. L'adulte, lui, se déplace plus librement et se nourrit souvent de végétaux ou de sève. Sa couleur jaune vive le rend assez reconnaissable, mais paradoxalement, dans certaines lumières, elle peut aussi l'aider à se fondre dans son environnement. En retournant dans ma chambre après un petit passage au 7-Eleven, je suis tombé sur un invité plutôt impressionnant, un gecko tokay en train de dormir. Enfin, dormir, c'est vite dit, car même en repos, il reste constamment en alerte. Je n'ai pas voulu le déranger, surtout que c'est une espèce strictement nocturne, mais ce genre d'observation reste assez rare, car contrairement à d'autres geckos, les tokays sont territoriaux, méfiants et surtout très rapides à disparaître. Pourtant, je les entends souvent la nuit, avec leurs cris très reconnaissables, qui leur a d'ailleurs donné leur nom de tokay. Je suis donc revenu plus tard, une fois la nuit tombée, et cette fois-ci, il était actif. Mais si j'ai dû filmer depuis le sol, faute d'échelle, ça reste un moment assez unique. Et croyez-moi, le prochain sujet, lui, je l'ai filmé de très près. Vous la connaissez sûrement verte, mais ici en Asie, les montres religieuses tirent souvent vers la teinte beige ou brunâtre. Ce n'est pas un hasard. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, la Thaïlande n'est pas toujours verte et luxuriante, que dans certaines périodes, la végétation sèche, jaunit et les animaux s'adaptent. Cette coloration est donc un excellent exemple de camouflage adaptatif permettant à la mante de passer inaperçue, surprendre ses proies et éviter ses propres prédateurs. Ce spécimen ressemble énormément à la mante chinoise que je vous ai filmée au Laos. Un véritable petit prédateur, redoutablement efficace, mais totalement inoffensif pour l'homme. Et honnêtement, j'ai toujours plus peur de les blesser elles que de me faire mal moi. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'animaux m'échappent. Je préfère lâcher prise plutôt que de les stresser inutilement. Mais celle-ci s'est laissée faire assez facilement.
Alors pour la remercier, je l'ai déposée sur une plante, un endroit parfait pour attendre tranquillement son prochain repas. Ah, encore un longicorne, mais cette fois-ci version noire. Celui-ci appartient au genre Derolus, et comme le précédent, il possède ces fameuses antennes démesurées, plus longues que son corps. Un trait typique des longicornes qui en fait des insectes particulièrement impressionnants. Je l'ai croisé juste avant de quitter l'hôtel pour prendre le bus et aller à Koh Chang. Un dernier rappel que même dans les endroits les plus simples, la biodiversité est partout, il suffit d'ouvrir les yeux. Et justement, avant de partir, il y avait encore quelques surprises à observer. À l'accueil, un petit bassin attire mon attention. On y trouve des carpe-koi que je vous ai déjà présentés, mais aussi un poisson-chat beaucoup plus discret. Les koi ici sont relativement petites, probablement de jeunes individus. Mais le poisson-chat, lui, est déjà de belle taille. Pas facile à filmer avec tous ces reflets d'ailleurs. Mais on distingue quand même bien ces barbillons, ces sortes de moustaches caractéristiques. Il en possède 8 au total, répartis en 4 paires. Ces barbillons couverts de cellules sensorielles chimioréceptrices jouent un rôle essentiel dans sa vie quotidienne. Ce sont de véritables capteurs sensoriels capables de détecter les substances chimiques, les vibrations et même des mouvements dans l'eau. Un avantage énorme pour vivre dans un milieu trouble et sombre. Ils lui permettent de trouver sa nourriture, même sans visibilité, en fouillant le fond à la recherche d'invertébrés, de petits poissons et de matière organique. Bon, ici, dans ce bassin, ses capacités sont un peu sous-exploitées, mais dans la nature, c'est un véritable détecteur vivant. Allez, je vous épargne les 700 km que j'ai fait en bus pour débuter directement ici, au port du ferry reliant Trat à Koh Chang. La traversée est très rapide, une petite demi-heure, qui j'imagine passera beaucoup mieux sur fond musical. Nous voici arrivés dans une petite maison située en retrait dans la jungle, et la première espèce que je croise, hormis le chien, c'est ce petit mille-pattes qu'on appelle également Iul, un Trigoniolus corallinus, très fréquent ici en Thaïlande. D'ailleurs, durant mon séjour, je vais en croiser partout dans la maison. Dans ces plantes-ci, je suis sûr de pouvoir trouver des lézards, mais finissons-en d'abord avec notre arthropode, qui est, je vous rassure, totalement inoffensif. Ce mille-pattes appartient au groupe des diplodes, à ne pas confondre avec les scolopendres, qui eux peuvent faire mal car ce sont des prédateurs actifs. Ici, on est sur un animal totalement inoffensif qui se nourrit principalement de matière organique en décomposition, comme les feuilles mortes ou le bois. C'est un animal discret mais absolument indispensable au bon fonctionnement de ces milieux tropicaux. Maintenant, on peut passer à notre reptile, un petit 5, Sphenomorphus maculatus en latin. Je vais essayer de m'approcher un peu, très lentement car ils disparaissent en une fraction de seconde pour se mettre à l'abri. Les 5 sont des lézards parfaitement adaptés à la vie au sol. Leur corps allongé, leurs écailles lisses leur permettent de se déplacer très rapidement dans la végétation dense et sous les feuilles. Cette espèce est particulièrement discrète
et à la moindre alerte, comme je l'ai dit, elle disparaît instantanément pour se mettre à l'abri. C'est un insectivore opportuniste qui se nourrit principalement de petits insectes et arthropodes, comme notre mille-pattes. Il joue donc un rôle important dans la régulation des populations d'insectes. Comme beaucoup de lézards, il possède une capacité impressionnante, l'autotomie, ce qui signifie qu'il peut volontairement abandonner sa queue pour échapper à un prédateur. La queue continue alors de bouger, ce qui détourne l'attention, pendant que le 5 prend la fuite. Une stratégie très efficace, même si elle demande beaucoup de ressources énergétiques pour régénérer la queue ensuite. Nous voici arrivés le soir et la nuit tombée, de nouvelles espèces font leurs entrées. En particulier les animaux sensibles à la chaleur, comme ce gastéropode qui est une Valiguna siamensis, une limace terrestre. Et saviez-vous que les limaces sont des gastéropodes qui ont perdu leur coquille au cours de l'évolution? Cette absence de protection les rend particulièrement sensibles à la déshydratation, ce qui explique pourquoi elles sont surtout actives la nuit. Elles se déplacent grâce à un pied musculeux en produisant un mucus qui facilite leur progression et les protège en partie des agressions extérieures. Ce mucus leur permet aussi d'adhérer à différentes surfaces, même verticales. Au niveau de l'alimentation, elles sont principalement détritivores. Elles consomment des végétaux en décomposition, des champignons et divers débris organiques. Elles participent donc activement au recyclage de la matière dans les environnements. Leur sens principal est l'odorat, grâce à leurs tentacules qui leur permettent de détecter la nourriture. Certaines limaces peuvent même aussi être opportunistes et s'attaquer à d'autres organismes plus petits. Malgré leur apparence fragile, ce sont des animaux parfaitement adaptés aux milieux humides et tropicaux. Et même si elles peuvent sembler insignifiantes, leur rôle écologique est loin de l'être. Quand il y a des limaces, généralement les escargots ne sont pas très loin. Voici d'ailleurs un Sarika siamensis que vous avez pu découvrir dans mon épisode à Nankai. Contrairement aux limaces, les escargots possèdent une coquille qui leur sert à la fois de protection et de réserve contre la déshydratation. Cette coquille leur permet de survivre dans des conditions plus difficiles, notamment en période sèche. Ils peuvent alors entrer en dormance en se repliant à l'intérieur. Comme les limaces, ils sont principalement actifs la nuit ou après la pluie lorsque l'humidité est suffisante. Leur alimentation est assez similaire. Les escargots sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'ils possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Cela augmente leurs chances de reproduction lorsqu'ils rencontrent un congénère. Bien qu'on puisse en voir en journée, comme ce matin lors de mon arrivée, les mille-pattes sont plus actifs la nuit ou après la pluie par exemple. Chez certains diplodes, ces couleurs peuvent servir de signal d'avertissement pour les prédateurs. Leur déplacement est lent mais très coordonné grâce à de nombreuses pattes qui créent un mouvement ondulatoire typique. Ils évoluent principalement dans les milieux humides où ils trouvent facilement de la matière organique à consommer. Ici, une autre espèce de mille-pattes qui lui a choisi de s'enfouir dans le substrat du pot de cette orchidée. C'est là que vous les trouverez la journée ou même durant la saison sèche. Ils se mettent ainsi à l'abri de la chaleur, des prédateurs, et vous vous en doutez, comme ils sont détritivores, ici il y a tout ce qu'il leur faut pour se substanter. Encore une autre espèce d'Iule, avec un corps plus aplati cette fois-ci. Je n'ai d'ailleurs pu identifier que la famille à laquelle il appartient, car oui, avec les insectes, il peut être parfois très difficile d'identifier clairement une espèce, car il y a souvent des espèces proches, voire des complexes. Un complexe en zoologie, ce sont des genres où il y a tellement d'espèces proches morphologiquement que sans une analyse anatomique détaillée, il est impossible de définir l'espèce avec exactitude. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié croiser cette nouvelle espèce que je n'avais encore jamais vue auparavant, bien que je n'ai identifié que la famille Paradoxosomatidae. La nuit, c'est aussi le moment pour les geckos de se nourrir, surtout près des éclairages des habitations qui attirent bon nombre d'insectes, ce qui leur facilite grandement la chasse. Comme il y en a partout en Thaïlande, vous vous en doutez, on retrouve cette espèce également dans d'autres épisodes. J'ai dit Thaïlande, mais cela vaut pour toute l'Asie et pays tropicaux naturellement. J'ai également pu vous filmer un juvénile qui se cachait dans la végétation où vit le 5 de tout à l'heure. À savoir, si vous l'ignorez, que les petits geckos se reproduisent souvent par parthénogenèse, soit sans que la femelle ne soit fécondée par un mâle. Elles pondent généralement 2 œufs qui donneront naissance à une réplique d'elles-mêmes, comme ce spécimen que nous voyons ici.
Nous voici au petit matin et l'on peut découvrir sur le mur des fourmis-folles jaunes qu'on avait pu découvrir dans le parc à Udon-Thani avec cette fourmilière. Mais ici, pas de fourmilière apparente, juste un tracé de phéromones d'une colonie. Ces fourmis, les fourmis-folles jaunes, doivent leur nom à leur manière de se déplacer, rapide et désordonnée. Contrairement à d'autres espèces qui suivent des trajectoires bien définies, celles-ci semblent se déplacer de manière chaotique. Mais en réalité, ce comportement les rend très efficaces pour explorer leurs environnements et trouver de la nourriture rapidement. Elles communiquent grâce à des phéromones, créant des pistes chimiques invisibles qui guident les autres membres de la colonie. Cette espèce est connue pour être invasive dans certaines régions du monde. Elle peut former des super colonies avec plusieurs reines, ce qui leur permet de se multiplier très rapidement. Cela peut avoir un impact important sur la biodiversité locale, en concurrence ou en éliminant d'autres espèces. Elles utilisent également de l'acide formique comme moyen de défense qu'elles projettent sur leurs ennemis. Ça doit faire mal. Malgré leur petite taille, ce sont des insectes extrêmement organisés et redoutablement efficaces. Pour clore cet épisode, je pense que ce magnifique crabe-lune Manuta Victor est un très bon choix. Il n'a d'ailleurs pas été simple de l'attraper. J'ai dû ruser et utiliser un seau car il s'enfouit rapidement dans le sable. Le crabe-lune est une espèce parfaitement adaptée à la vie sur les plages sableuses. Son corps aplati et ses pattes spécialisées lui permettent de s'enfouir dans le sable, comme je l'ai dit, en quelques secondes seulement. C'est d'ailleurs sa principale stratégie pour échapper aux prédateurs. Il est principalement actif la nuit lorsque les températures sont plus basses. Il se nourrit de petits invertébrés, de mollusques et d'organismes enfouis dans le sable. Ses pinces sont puissantes et lui permettent de broyer ses proies. Comme tous les crabes, il possède une carapace rigide qui le protège. Mais pour grandir, il doit régulièrement muer, c'est-à-dire abandonner son ancienne carapace, qu'on appellera exuvie, pour en former une nouvelle. Pendant cette période, il est particulièrement vulnérable. Ce crabe est aussi très sensible aux vibrations, ce qui lui permet de détecter rapidement un danger ou une proie. C'est un animal discret, souvent invisible pour les promeneurs, mais qui joue un rôle important dans l'écosystème côtier. Mais au-delà de ce comportement discret, ce crabe joue un rôle essentiel dans l'équilibre des plages. En fouillant le sable pour se nourrir, il participe à l'aération des sols, un peu comme le ferait un ver de terre. Il contribue aussi au recyclage de la matière organique, en consommant des restes d'animaux et des petits organismes enfouis. C'est donc un maillon important dans la chaîne invisible que l'on ne remarque presque jamais.
Et pourtant, sans ces petits ingénieurs du sable, ces écosystèmes seraient bien différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa capacité à disparaître littéralement sous nos yeux, comme vous le verrez dans quelques instants. En quelques secondes, il peut s'enfuir complètement en ne laissant presque aucune trace de son passage. C'est ce genre d'adaptation qui montre à quel point chaque espèce est parfaitement liée à son environnement. Et c'est exactement ce que j'aime observer dans ce genre de lieu. Et même sur une plage qui peut sembler vide au premier regard, la vie est partout. Il suffit juste de prendre le temps de regarder. Et maintenant que je vous l'ai présenté, il est temps pour lui de retrouver sa liberté. Je vais donc le remettre là où je l'ai pris, tout du moins à quelques mètres près. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Anivlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir toutes ces espèces et que vous aimez mon contenu. Si c'est le cas, j'attends votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire l'espèce que vous avez préférée, quelle espèce vous aimeriez découvrir. Et aussi à partager autour de vous à des gens que ça peut intéresser, ça veut dire à la chaîne, et la liker, c'est le plus important si vous avez aimé, mais ça je pense que vous l'avez fait automatiquement. Et si vous voulez vraiment soutenir ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, ça aiderait vraiment au référencement de la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Anivlog. Ciao!